Londres, hiver 1851. Une jeune femme de 19 ans demeure immergée dans une baignoire à l'intérieur de l'atelier d'un peintre. Elle porte une robe ancienne brodée d'argent, achetée dans une boutique de seconde main pour 2 livres. Des fleurs reposent entre ses doigts. Ses yeux sont ouverts. L'eau refroidit. Les lampes à huile placées sous la baignoire se sont éteintes, l'une après l'autre. Le peintre, absorbé par chaque feuille, chaque reflet, chaque goutte, ne s'en aperçoit pas. Lorsque la jeune femme sort de l'eau, elle est au bord de l'effondrement. Quelques jours plus tard, son père écrira au peintre pour lui réclamer 50 livres au titre des frais médicaux. Le peintre s'appelle John Everett Millet. Il a 22 ans. Il travaille à cette toile depuis 3 ans. Il fait partie d'une confrérie secrète de jeunes Anglais qui signent leur tableau de 3 initiales, P, R, B, les lettres de la pré-raphaélite Brotherhood. La confrérie pré-raphaélite. Il déteste l'art académique de la Royal Academy. Il déteste les coups de pinceau sombres, les compositions pyramidales, le vernis de bitume qui finit par transformer les toiles en surface noire. En privé, il baptise le grand Joshua Reynolds d'un surnom moqueur, Sir Sloshua. Le peintre des bavures. Face à cette école, les pré-raphaélites défendent une seule devise, la vérité de la nature. Aucun artifice. Aucun raccourci. Chaque feuille du tableau doit correspondre à une feuille réelle. Chaque fleur a une fleur réelle, observée sur le motif. L'été précédant l'incident de la baignoire, Millet a passé 5 mois en plein air. Sur la rive d'une rivière appelée la Hawksmill, dans le comté du Surrey. 11 heures par jour. Sous le soleil, la pluie et des essaims de mouches. Dans une lettre à un ami, il écrit que ce supplice est pire que la potence. Mais il ne bouge pas. Il peint d'abord le paysage, sans aucune figure humaine. Chaque brin d'herbe, chaque lèche, chaque nénuphar. Ce n'est qu'une fois le paysage achevé qu'il retourne à son atelier londonien pour ajouter le modèle. Le modèle s'appelle Elizabeth Siddal. Pour ses amis, Lizzie. Elle a les cheveux roux, la peau pâle, les traits anguleux. Rien chez elle ne correspond à l'idéal victorien de beauté. Et c'est précisément pour cela que les pré-raphaélites l'ont choisi. Sur leur toile, Lizzie deviendra le visage d'une nouvelle idée de la beauté, mélancolique, magnétique, anti-classique. La pose dure des heures, jour après jour. Lizzie doit rester immobile, à demi immergée, tenant les fleurs, le regard tourné vers le plafond. Pour empêcher l'eau de refroidir, Millet place des lampes à huile sous la baignoire. Un jour, les lampes s'éteignent. Il ne s'en aperçoit pas, Lizzie ne proteste pas non plus. Quand la séance se termine, elle est trempée et tremblante. Elle tombera gravement malade. Certaines sources évoquent une pneumonie. Son père, indigné, rédigera la fameuse lettre des 50 livres. Millet paie sans discuter. Chaque plante qui entoure Lizzie sur la toile porte une signification. Certaines viennent du texte de Hamlet, où Ophélie elle-même les nomme avant sa mort. D'autres, Millet les ajoute en silence. Le saule pleureur penché sur sa tête symbolise l'amour délaissé. Les orties, la douleur. Les marguerites, l'innocence. Les pensées, l'amour vain. Les violettes qui entourent son cou, la fidélité et la mort des jeunes. Les roses pâles font écho au vers où son frère Laërte l'appelle rose de mai. 3 fleurs n'apparaissent pas chez Shakespeare. Les coquelicots rouges signifient le sommeil et la mort. Les ne m'oubliez pas flottants, le souvenir. La reine des prés, la futilité. Un professeur de botanique de l'époque y conduisit ses élèves parce que les détails étaient aussi précis qu'un manuel de terrain. Il existe un détail que le spectateur d'aujourd'hui ne voit plus. En décembre 1851, Millet montre la toile à la famille de son ami William Holman Hunt. À côté de Lizzie, il a peint un petit campagnol aquatique. Les proches n'arrivent pas à identifier l'animal. Ce doute lui suffit. Millet recouvre le rongeur de plusieurs couches de peinture et l'efface de la scène. Les rayons X de la toile le révèlent encore aujourd'hui, sous la surface. L'éclat du tableau n'est pas non plus le fruit du hasard. Millet applique les pigments sur une base de blanc de plomb recouverte de blanc de zinc encore humide. La lumière traverse les couleurs et rebondit contre le fond. Vert, orange et rouge sont sertis comme dans un bijou. Pour obtenir ces tons, il utilise des pigments chimiques nouveaux du 19e siècle, jaune de chrome, bleu de cobalt, vermillon, lac de Garance. Pendant que le tableau s'expose à la Royal Academy de 1852, Lizzie survit. Mais l'incident de la baignoire ne la définit pas. Elizabeth Siddal n'est pas seulement un modèle.
Elle est peintre. Elle est poétesse. Le critique le plus redouté de l'ère victorienne, John Ruskin, la qualifie de génie. Il la soutient avec une pension annuelle. En 1857, elle sera la seule femme dont le travail traverse l'Atlantique pour la première exposition pré-raphaélite organisée aux États-Unis. Sa relation avec Dante Gabriel Rossetti se prolonge 10 ans avant de devenir un mariage, en 1860. À ce moment, Lizzie dépend du laudanum. Le laudanum est un mélange d'opium dans l'alcool, vendu sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie anglaise. Elle l'utilise contre la douleur chronique, contre l'insomnie, contre le deuil d'une fille morte-née. Le 11 février 1862, elle prend une dose fatale. Elle meurt à 32 ans. Rossetti est anéanti. Avant la fermeture du cercueil, il place entre la joue de Lizzie et sa chevelure rousse le seul manuscrit de ses propres poèmes. Il veut enterrer ses meilleurs vers avec la femme qui a été sa muse. Le cercueil part pour le cimetière de Highgate. 7 ans plus tard, à l'automne 1869, Rossetti regrette. Sa vue baisse. Sa santé s'effondre. Il cherche une reconnaissance littéraire qu'il croit perdue sous terre. Un agent à la réputation trouble, Charles Augustus Howell, le persuade d'exhumer Lizzie pour récupérer le carnet. Howell obtient en secret l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Dans la nuit du 5 octobre, un feu éclaire la fosse à Highgate. Rossetti n'est pas présent. Il ne supporte pas l'idée. Quand tout est terminé, Howell lui raconte une version légendaire de ce qui s'est passé. Le corps de Lizzie était intact, beau, parfaitement préservé. Ses cheveux roux avaient continué à pousser dans la tombe et s'étaient enroulés autour du carnet au point qu'il fallut les couper pour libérer le livre. La réalité fut moins romanesque. Le livre était plein de trous de verre et dégageait une puanteur insupportable. Il trempa 2 semaines dans des désinfectants avant que Rossetti puisse transcrire les vers. La publication, 1 an plus tard, lui rendit la gloire. Le remords de la profanation le hanta jusqu'à la fin de sa vie. Ce récit d'une jeune femme préservée et belle dans sa tombe voyagea pendant des décennies dans les cercles littéraires victoriens. Quand Bram Stoker imagina Lucy Westenra, la première victime de Dracula, elle portait dans ses veines quelque chose de lisicidal. La première fois que la toile de Millet fut exposée, un critique la qualifia de laitière dans une mare. Elle est aujourd'hui l'une des œuvres les plus visitées de la Tate Britain. Elle est évaluée à plus de 30 millions de livres. Au Japon, elle a fait la couverture de livres, de mangas, de disques. Akira Kurosawa demanda à ses scénographes d'en étudier la composition. Lars von Trier la recréa dans la séquence d'ouverture de Melancholia. Kylie Minogue s'immergea dans une baignoire très semblable pour un clip musical. Chaque année, des milliers de visiteurs s'arrêtent devant la toile à Londres. Peu savent que la jeune femme flottante fut aussi peintre et poétesse. Que ses vers voyagèrent sous terre pendant 7 ans avant de revenir tachés. Et que le visage le plus célèbre de l'art victorien faillit mourir, non dans la fiction de Shakespeare, mais dans la baignoire froide d'un atelier anglais.